Monsieur, bonsoir. Merci infiniment de nous rejoindre dans Soir d'Info. Nous recevons Dr Boubacar Mbodj. Il est économiste, ex-conseiller énergie à la présidence de la République. Dr Boubacar Mbodj, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Paul. Vous êtes titulaire d'un MBA en économie et gestion des projets pétroliers et gaziers. Ousmane Sonko sur RFI et France 24. Est-ce que le ton a changé? Le leader de PASTEF a-t-il mis de l'eau dans son bissap concernant la dette cachée? Par exemple, l'ancien Premier ministre reconnaît qu'il n'avait pas toutes les cartes en main quand il faisait ses déclarations. Merci Jean-Paul. D'abord, un petit rectificatif. Je ne suis pas économiste. Je suis docteur en mécanique. Et puis ensuite, c'est la construction de pales d'éoliennes qui m'a amené à l'énergie. Mais vous avez un MBA en économie? Oui, tout à fait. En économie des projets pétroliers. D'accord. Mais ça ne fait pas de moi quand même un économiste. Oui. Voilà. Donc il ne faut pas que les économistes de la fac de Sciences Éco s'en prennent à moi. Donc voilà. Vous me prenez de court avec cette question. J'avoue très sincèrement que bon, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une, disons, les discussions sur ces questions-là commencent à prendre du temps. Et très sincèrement, je souhaiterais qu'on aille définitivement vers des solutions pratiques relativement à la situation du pays. C'est mieux que de rester tout le temps à ressasser les mêmes choses. Puisque quel que soit le problème... Oui, mais il y a une évolution dans son discours. Oui, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, la mesure est une excellente chose quand on préside aux destinées d'une nation. C'est bien d'avoir de la mesure, puisque vous ne tenez pas toutes les cartes. On est obligé de collaborer avec des gens, que ce soit des financiers, que ce soit des entreprises, que ce soit des sachants. Donc voilà, le monde est ainsi fait et donc on doit toujours tenir compte des autres, de ce que nous disons, des impacts de ce que nous disons et de ce que ça peut avoir dans nos relations avec les autres. Donc moi, j'espère bien, en tout cas je souhaite que le nouveau gouvernement puisse se mettre au travail et que voilà, qu'on puisse faire face aux défis du pays. Et je trouve cela quand même très urgent. Oui, une mission du Fonds monétaire international actuellement à Dakar pour 5 jours. Est-ce que vous vous attendez à la conclusion d'un nouvel accord? Je l'espère et je le souhaite. Puisque dans ma petite expérience, j'ai fait quand même 10 ans sous l'aile de l'ancien président de la République. J'ai participé à beaucoup de... Macky Sall. J'ai participé donc à beaucoup de conférences sur l'investissement. Avec le patronat, avec les partenaires financiers et autres. Ce que je sais, c'est que quand vous prenez le budget du Sénégal, toutes les recettes réunies, quand vous, disons, vous faites les dépenses qui sont des dépenses immanquables. C'est quoi? C'est un peu le budget de l'État, de la santé, de l'éducation, les salaires. En réalité, ce qui vous reste comme argent ne permet pas de faire en fait des investissements disons, à la hauteur des besoins du pays. Et donc, nous, on est dans cette difficulté-là. Et je pense que tous les gouvernements qui sont succédés au Sénégal ont eu recours un peu à l'endettement ou aux partenaires financiers internationaux pour un peu venir à bout. Ce que l'on puisse souhaiter, tout simplement, c'est que la dette, effectivement, soit utilisée pour des investissements productifs et que, impactant l'économie, qu'on en arrive un peu à avoir plus de recettes et à pouvoir nous endetter de moins en moins. C'est ça qui est souhaitable. Mais à l'étape actuelle, c'est d'ailleurs le cas aussi pour le pétrole et le gaz, on en reviendra, nous ne sommes pas à un niveau où nous puissions nous passer. Oui. Disons, aussi bien au plan financier qu'au plan technique et technologique, de se passer des autres. Ce n'est pas possible. Nous allons y revenir, mais est-ce que vous pouvez nous faire de façon assez succincte l'économie de la brûlante actualité énergétique au niveau sous-régional? Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire, au niveau africain et au niveau mondial.
Voilà, très bien. À ce niveau, je suis plus à l'aise que sur les questions économiques. Alors, ce que je peux dire, c'est que tout le monde a vécu un peu la crise qu'il y a au Moyen-Orient et commence à impacter notre pays. Il y a un accord entre les États-Unis. Oui, mais un accord très fragile. On va voir ce que ça va donner. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, au G7, disons, les Européens commencent à dire qu'ils ne peuvent plus laisser leur destinée entre les mains, disons, de ce détroit. Et qu'ils vont trouver des solutions, notamment en traversant... Le détroit d'Ormuz. Voilà, en traversant donc par des gazoducs, un peu l'Arabie Saoudite et sortir un peu de cette tenaille-là. Ouais. Donc nous aussi, à mon avis, on va être impactés. Vous voyez que l'énergie n'a pas bougé, malgré le fait que nous avons eu un baril qui a caracolé entre 90 et même parfois 120. Et donc, Senelec s'approvisionnant au niveau extérieur, il est clair que ses coûts de production ont augmenté et le gouvernement a pensé utile de bloquer les prix. Et ce qu'on a fait toutes ces dernières années. Et donc, la conséquence immédiate, c'est que les subventions tarifaires vont exploser. Tout à fait. Et je reviens un peu à, disons, à cette spirale-là. Donc, c'est important que nous puissions tirer des leçons de cette crise-là pour définitivement, comme le font les Européens, sortir un peu de cette dépendance, disons, qui nous empêche de souffler. Même quand l'économie va bien et qu'on a des points de croissance, on se rend compte que dès qu'il y a, à cause de la géopolitique du pétrole, dès qu'il y a un conflit, nous perdons nos points de croissance et retournons à la case départ. Donc c'est important de se préparer. Comment se préparer? Déjà, en Afrique de l'Ouest, nous avons un gros déficit en matière de capacité de raffinage. On commence à produire du pétrole, c'est le cas du Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Tout le long du golfe de Guinée, on a des pays producteurs. Mais les capacités de raffinage ne suffisent pas. Donc il faut pouvoir régler cela. Régler cela, comment? Pas individuellement, à mon avis. Ensemble. Ensemble. Je donne l'exemple du bassin MSBCG qui réunit chaque année ici le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et les deux Guinées. Mais pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour avoir une raffinerie en commun? D'autant plus que nos consommations énergétiques sont telles que, nos besoins sont extraordinaires. Le Sénégal, à peu près, est à 70 000 barils jour. La Côte d'Ivoire, 90 000 barils. Mali, il est à 65 000 barils, et ainsi de suite. Donc, quand on se met ensemble, et ça permet aussi de régler les problèmes financiers d'investissement. Puisque si nous faisons ce tour de table et que nous mettons aussi dans la boucle le privé, je crois que facilement on peut à terme. C'est ça qui peut nous sortir de cette dépendance-là. Et puis ensuite avoir des réserves de stockage stratégiques. On doit pouvoir avoir de quoi résister localement pour 6 mois, 8 mois. Quand il y a des chocs exogènes. Voilà, effectivement. Et puis ensuite, avoir des moyens de stockage assez conséquents permet aussi, quand il y a une montée, disons, des cours, de pouvoir même les commercialiser et gagner de l'argent. Total, on vient de le voir, a gagné, fait un bénéfice de 5 milliards de dollars, à peu près 4 milliards 900 millions de dollars, parce que juste avant la crise, ils ont acheté beaucoup de pétrole à Oman, qu'ils ont stocké et qu'ils ont vendu au prix fort. Donc l'intérêt est là. Et donc c'est ça qui peut nous permettre de sortir de ça. Parce que quand les coûts de l'énergie augmentent, nous sommes impactés directement. Toute l'activité économique est basée sur l'énergie. Que ce soit le transport, que ce soit le fret. Vous voyez par exemple pour l'engrais, cette année on risque d'avoir des problèmes. Mais le port de Dakar a été plébiscité comme pratiquement un des meilleurs ports. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le transport maritime. Les gens qui s'occupent de ce secteur, leurs coûts de transport vont dépendre effectivement des coûts de l'énergie. Quand l'énergie augmente, ils sont obligés d'augmenter les tarifs. Mais en plus, c'est que cette raffinerie dont j'ai parlé, qui est une infrastructure vitale pour nous, pouvait permettre tout de suite de passer à une étape supérieure, c'est au niveau de la pétrochimie, de pouvoir produire certains, éléments chimiques dont on a besoin pour les engrais. Et ça également, le modèle économique peut permettre d'intéresser des gens, parce que le marché, il est là. Il est là. La moyenne en Afrique en matière d'engrais, on est à peu près à 15 kg par hectare. Au niveau mondial, c'est 150 hectares. Tous les pays africains ont besoin d'engrais.
Donc un projet comme ça, produire de l'ammoniac à partir de cette raffinerie-là et pouvoir donc produire de l'engrais, ça peut intéresser donc le privé aussi bien local qu'international. Donc je crois que c'est ça qui est important. Il faut qu'on puisse, pour le moment, en attendant de nous muscler, en attendant donc d'arriver à un certain niveau, que nous puissions utiliser les stratégies qui sont connues. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est un excellent exemple. Bon, là-bas, parce que peut-être on a un président qui est, très expérimenté, un ancien banquier, qui connaît très bien la finance. D'abord, la Côte d'Ivoire, avec Eni, vient de réaliser d'excellentes choses. Ils sont à la 4e phase du champ baleine, à la 3e phase. Nous, déjà, Sangomar, nous sommes là à la 1re phase pour le moment. Mais en plus, la même compagnie Eni vient de faire une grande découverte dans le champ Callao. Donc la Côte d'Ivoire est en train de se rattraper très sérieusement au plan énergétique. Et donc, en plus de ça, ils prévoient de lancer un peu leur TGV pour bientôt, de la capitale jusqu'à Korogo pour 600 km. C'est autant de stimulus qui s'adressent à nous pour dire qu'on est dans une compétition sous-régionale et que nous devons dépasser la situation actuelle et aller attaquer les véritables défis du pays. Je donne aussi l'exemple du Maroc. Et ça, c'est en matière d'apprentissage. Il faut que l'on sache qu'en tant que Sénégalais, l'industrie, c'est une question de temps. C'est des apprentissages. L'exemple du Maroc. Le Maroc, à un moment donné, a créé un écosystème autour donc, de la mécanique. Et aujourd'hui, Airbus comme Boeing, les rivets là que vous voyez sur les avions, ils s'approvisionnent au Maroc. Mais ça a été un long processus. Deuxièmement, avant-hier, le roi du Maroc a lancé la première voiture électrique conçue et construite par des Marocains. Le roi même est venu inaugurer. Mais ça, c'est un apprentissage. Donc, il faut qu'on sache que dans le pétrole et gaz, il nous faut apprendre. Il nous faut mettre... Ne pas être pressé. Voilà. Il faut toujours être pressé, mais raisonnablement. Raisonnablement. Aujourd'hui, je parlais de pétrochimie. Si on ne met pas sous l'aile des grands géants de la pétrochimie, il est clair que le Sénégal ne peut pas lui-même, on n'est pas un pays industrialisé. Il y a des exemples ici qui indiquent tout. Quand le tuyau de la Sonesse s'est cassé là à l'époque, mais on a mis la pièce dans un avion pour aller le souder. On ne pouvait pas le souder au Sénégal. Donc notre niveau de développement industriel est tellement faible que il faut qu'on se prépare. Oui, je souhaite également vous entendre sur l'affaire Azer, AEE Power, Yakar Teranga, les blocs offshore. Quel est votre regard d'expert? Bon, ce que je peux dire sur Azer, c'est que c'est une situation qui a assez duré quand même. Vous savez que le modèle de Azer, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc l'État apporte un tiers du financement. Donc l'EPC, celui qui construit, apporte un tiers. Et puis ensuite, un partenaire financier, KfW, Banque mondiale, AFD, amène l'autre tiers. Et c'est comme ça que le modèle a toujours fonctionné. Et nous avons besoin un peu de cette participation-là pour pouvoir s'attaquer au problème de l'électrification rurale. Oui. Je rappelle que notre objectif, c'est d'arriver, au début c'était 2025, maintenant ce n'est plus possible, à l'accès universel donc à l'électricité. Donc ça commence à durer. Et il faut que les autorités, à mon avis, prennent des mesures pour permettre que les choses redémarrent. Puisqu'on n'a pas le temps et puis le monde rural aussi attend. Donc c'est ce que je pense à ce niveau. Et puis ensuite, concernant Yakar Teranga, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi je trouve qu'il y a plusieurs modèles de contrats. Jusque-là, on a utilisé les CRPP, les contrats de recherche et de partage de production, qui est souvent utilisé par beaucoup de pays qui entrent dans le pétrole et le gaz. Du fait de leur puissance financière, ils ne peuvent pas en fait financer tout ce qu'il faut. Et donc, ils ont recours à ce modèle. Il y a aussi les modèles, disons, les contrats de service, où en fait, on fait travailler quelqu'un et on le paye. Tout ça, c'est envisageable. Mais dans tous les cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il nous faut, encore une fois, se mettre à l'école de l'industrie pétrolière et gazière. Et donc, pouvoir nous préparer davantage. D'abord, accumuler des moyens financiers. Aujourd'hui, avec les cours du pétrole qui ont monté, normalement, les revenus que l'on tire vont augmenter un tout petit peu. Et puis ensuite, faire de l'accumulation
et à partir d'un certain temps. Mais le temps de maturité dans le pétrole et le gaz, c'est à peu près 10 ans. Oui, mais justement, que faire pour briser notre indépendance vis-à-vis du marché international du pétrole? Mais c'est ce que je disais, c'est le raffinage. Il faut qu'on ait des moyens de raffinage. Il faut qu'on Essentiellement ou seulement le raffinage? Oui, en partie. Il faut aussi des moyens de stockage. Il faut qu'on ait des capacités de stockage qu'on pourrait même penser un peu vers l'est du pays pour pouvoir approvisionner peut-être les pays limitrophes, mais il nous faut ces infrastructures-là qui coûtent aussi cher, mais qui peuvent intéresser aussi le privé parce que c'est tout ce qui touche au pétrole en fait est rentable. Si vous faites une raffinerie aujourd'hui, ben, vous faites de bons produits de qualité, il n'y a pas de souci. Je rappelle que les premières cargaisons de Sangomar ont été achetées par la Chine. Ça a traversé tout le continent pour aller en Chine. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de distance, le besoin est là. Et donc, il nous faut nous organiser. Et je pense que, et ça c'est un vœu que je fais, que notre président de la République prenne son bâton de pèlerin et puisse visiter ses homologues de ces pays-là. La Guinée, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, pour qu'on essaie de voir comment ensemble on peut avoir une raffinerie en partage qui ait la taille qui puisse permettre de donner ce dont notre économie a besoin. D'impulser une nouvelle dynamique. La Sénélec et les coupures d'électricité notées ces derniers jours, de façon globale, est-ce que vous pensez qu'il faut réformer la Sénélec? Est-ce que également le solaire peut être une solution? Une alternative, oui. Concernant les réformes, il faut dire que depuis l'ère de notre ancien président Wade, qui vient de fêter ses 100 ans, que je salue au passage, en lui adressant mes voeux de longévité encore. Donc depuis ce temps-là, sous le ministre Samuel, tout le monde a été d'accord que Samuel Sarr, qu'il faudrait donc réformer la Sénélec pour, disons, à travers un dégroupage, c'est-à-dire l'activité de production à côté, l'activité de transport de l'autre et l'activité de distribution de l'autre. Toutes les compagnies d'électricité modernes fonctionnent sous ce modèle-là. Et donc, depuis lors, voilà, moi quand j'ai quitté la présidence, on était en train d'auditer. Il paraîtrait que, disons, la séparation comptable a été faite, mais jusqu'à présent, voilà, je vois que ça traîne toujours. C'est important parce que ça permet de mesurer plus facilement, en fait, disons, l'efficacité de Sénélec, qui a souvent des problèmes, hein. Comme je dis, parce qu'aujourd'hui, au prix des cours du pétrole, mais Sénélec va se retrouver avec une ardoise extrêmement importante pour pouvoir... Donc voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Il faut continuer un peu à réformer Sénélec pour qu'elle soit une entreprise encore beaucoup plus performante. Ça, c'est un. Deuxièmement, le solaire. On a commencé en 2012 avec les centrales connectées au réseau et on a été presque premier en Afrique de l'Ouest. Bon, là, on commence un peu à nous toiser. Parce que quand même on a ralenti un peu. Mais là où je voudrais insister, c'est l'autoconsommation. On ne comprend pas pourquoi au Sénégal, avec le taux d'ensoleillement que nous avons, 5400 kWh par mètre carré par jour, à peu près. En France, c'est 1800 kWh par mètre carré par jour. En France, ils sont presque à 40 gigawatts d'autoconsommation. C'est-à-dire que le solaire, chez les industriels et chez les particuliers, c'est 45 gigas. Nous, on n'a pas 2 gigas installés chez nous. Pourquoi on ne permet pas, on ne fait pas des programmes pour permettre aux Sénégalais mais de profiter du solaire? Ça quand même, on ne peut pas comprendre ça. Parce que ça soulagerait aussi Sénélec. Puisque quand le courant est coupé, si vous avez 3 ou 4 lampes et un ventilo chez vous, et puis les enfants peuvent regarder, peuvent faire leurs leçons, et puis ensuite la maison n'est pas dans la pénombre. Donc c'est ça. Et puis en plus, c'est de l'activité économique qui peut procurer beaucoup d'emplois. Hein, puisque aujourd'hui, et puis ensuite des modèles économiques qu'on a vus dans d'autres pays. Par exemple, s'il y avait une convention entre l'État et les banques, on peut mettre en place des prêts à la consommation. Si vous allez à la banque pour vous endetter pour 14 millions pour faire votre maison, si on rapporte sur 10 ans ou 6 ans les 3 ou 4 millions de l'équipement solaire, ça vous fera peut-être 5 000 ou 10 000 de plus sur le crédit. Mais on peut mettre en place ce mécanisme-là et permettre aux Sénégalais de s'équiper. Ouais. De s'équiper. Et ça permet de soulager Sénélec. Et ça permet aussi aux Sénégalais, bon, écoutez, de faire des économies. Comment faire pour davantage faire respecter le contenu local? Bon, le contenu local, on le maximisera que lorsqu'on va vraiment commencer à valoriser
la ressource, le pétrole et le gaz. J'ai parlé tout à l'heure de pétrochimie, j'ai parlé d'ammoniac, on peut parler disons, de l'acide sulfurique. Par exemple, en ce moment, la Chine est très courtisée parce qu'il y a un manque d'acide sulfurique dans le monde. Et la Chine est le premier producteur. C'est dû à quoi ce manque-là? Mais à cause du détroit d'Ormuz. C'est pour dire comment le pétrole est une ressource stratégique et qui mérite attention. Il faut qu'on se prépare. Il ne faut pas que la prochaine crise, qu'elle advienne sans pour autant qu'on ait réglé un certain nombre de problèmes. Oui. Si nous n'avons pas les moyens, regardons autour de nous avec les pays voisins pour trouver les voies et moyens. On termine rapidement par là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'association Anne Baykeepers, les gardiens de la baie de Anne, ces jeunes bénévoles engagés dans la préservation du littoral? Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ce samedi, j'ai un ami qui s'appelle Mbakesek, que j'ai connu depuis la faculté et qui a mis en place une association qui s'appelle Baykeeper. Bay, c'est la baie, les gardiens de la baie. Et qui, depuis 2 décennies, s'active autour de la baie de Anne, mais aussi des autres plages, pour sauvegarder le littoral. Parce que ce qui se passe dans le littoral, quand même, est inadmissible. J'ai été là-bas samedi, j'ai passé quelques heures avec eux. J'ai vu donc quelqu'un de très motivé, des jeunes bénévoles très motivés et qui comprennent les enjeux qu'il y a autour de l'économie bleue, c'est-à-dire de la mer. Les Sénégalais ont des comportements incompréhensibles par rapport à l'océan. Ils prennent tous les déchets et ils les balancent dans la mer. Alors ce jour-là, sur 800 mètres, figurez-vous, ils ont pu extraire, disons, 600 sacs de déchets. Il y avait du tout dedans. Et donc, moi, je souhaiterais qu'on puisse venir en aide à cette association-là, notamment en leur achetant du matériel moderne. Il y a maintenant des machines qui sont conçues pour les plages et qui peuvent, sur des kilomètres, nettoyer en quelques heures. Ensuite aussi, pouvoir valoriser ces déchets, notamment les déchets organiques. Hein? On n'a pas d'emploi dans ce pays-là. Alors, ramasser tous les déchets de restes de poissons, de légumes et tout dans les marchés de Dakar et dans les plages pour faire du compost, mais c'est une activité rémunératrice qui peut amener certains jeunes effectivement à trouver de l'emploi. C'est un exemple que je donne. Mais en plus de ça, et c'est important, rapidement, voilà, c'est un peu la mangrove. La mangrove, c'est elle qui garantit un peu la productivité de la mer. Nos mangroves sont en train de partir. Moi, j'invite le ministère de l'Environnement cette année à concevoir un vaste programme pour les jeunes pour aller reboiser de la mangrove. C'est important parce que c'est là où les poissons frais, hein, les alevins, c'est là où ils sont avant d'aller en mer, les crustacés, c'est là-bas, sans compter maintenant, disons, toute la diversité biologique, les oiseaux et autres. Donc, je crois que en matière d'environnement, nous avons besoin de pousser aussi nos jeunes à prendre en charge cette question de changement climatique, cette question donc de déforestation, pour aider le pays un peu à faire face à toutes ces choses-là. Merci infiniment, Dr Boubacar Mbodj, d'avoir été avec nous. Vous êtes un spécialiste de l'énergie et vous avez été conseiller à la présidence de la République durant plusieurs années. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. À demain 20h.